Contre 5, l'Assemblée nationale a donc adopté. Je vous propose de passer directement à l'ordre du jour qui appelle la discussion du projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Comores. La parole est à Monsieur le ministre, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Sans transition. Bon, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, toujours sur ces sujets d'entraide judiciaire, je vous invite à parcourir quelques milliers de kilomètres pour cette fois-ci évoquer la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Comores. Cela remonte au 13 février 2014. Vous savez, la France et les Comores sont unis par communauté de destin. Nos pays, nos peuples partagent des liens anciens et forts et qui se traduisent d'ailleurs également dans un certain nombre de résultats économiques, puisque la France est le premier partenaire économique et commercial des Comores et accueille, vous le savez, sur son territoire une importante diaspora. Alors, ces liens qui reposent effectivement sur une histoire commune conservent une empreinte géographique puisque nous avons une frontière maritime commune. Alors, il était très clair que nous souhaitions, les deux pays d'ailleurs, avoir un cadre juridique clair, ambitieux, qui permette de mieux lutter contre le développement de la criminalité organisée, faite notamment de trafic, de filières d'immigration clandestine, et également nous souhaitions pouvoir traquer tout risque terroriste. Et donc nous avons depuis 2011 les deux pays engagé des négociations afin de conclure cet accord qui naturellement s'inspire très largement des textes de même nature conclus par la France avec d'autres pays, mais qui va plus loin encore et dépasse le cadre traditionnel de coopération judiciaire. Je m'explique. Le texte en question prévoit des modalités de coopération modernes adaptées aux exigences de la lutte contre les réseaux de criminalité organisée. Il donne ainsi à nos autorités judiciaires les moyens de procéder par exemple à des livraisons surveillées, des interceptions de télécommunications ou encore des opérations d'infiltration. Donc ce sont des mesures dont l'efficacité n'est plus à démontrer dans la lutte contre les réseaux criminels et qui pourront désormais se déployer plus aisément dans les affaires qui présentent une dimension transfrontalière avec les Comores. Et de ce point de vue-là, sachez que c'est le premier texte conclu au plan bilatéral par la France qui contienne un éventail aussi large et ambitieux de mesures. Et donc, il y a là un précédent qui nous inspirera utilement pour des négociations en cours ou à venir dans ce domaine. Par ailleurs, pour fluidifier les échanges, accélérer l'aboutissement des procédures, la Convention prévoit que les demandes d'entraide judiciaire pourront être transmises directement en langue française entre les ministères de la Justice des deux pays, là où actuellement le droit prévoit d'ordinaire le recours à des communications par la voie diplomatique. Et enfin, afin de faciliter l'admissibilité de preuves obtenues au moyen de l'entraide dans les procédures conduites au plan national, la Convention permet aussi à l'autorité requérante de demander à ce que l'autorité requise respecte certaines formalités procédurales prévues par son droit. Donc on a là un texte véritablement ambitieux, soucieux de ménager des procédures efficaces, sans transiger naturellement sur les objectifs de protection des droits fondamentaux ou de garantie fondamentale de procédure. Et donc le texte prévoit ainsi que les parties pourront refuser l'entraide judiciaire lorsqu'elle se rapporte à des infractions de nature politique ou lorsqu'elle serait de nature à porter atteinte à notre souveraineté, notre sécurité, notre ordre public ou d'autres intérêts essentiels. Et de la même façon, la France pourra continuer de refuser la coopération si l'entraide est demandée pour des faits passibles de la peine capitale et que les assurances ne sont pas données que cette peine ne sera pas exécutée. Voilà, en quelques mots rapides, brosser l'essentiel de cette convention. Pour le reste, je vous renvoie à l'excellent rapport produit par la Commission qui véritablement mérite d'être lu
et j'en resterai là, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Laetitia Saint-Paul, rapporteure de la Commission des Affaires étrangères. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, l'honneur me revient de soumettre à votre examen le projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Comores, signé le 13 février 2014. Avant de vous parler du fond du projet, je tiens à partager avec vous tous les débats qui ont pu être soulevés en commission, parce que les débats ont été d'une extrême richesse et il me semble très important de les partager avec vous ce soir. Tout d'abord, nos relations actuelles avec les Comores ont suscité énormément d'intérêt. Les Comores sont une ancienne colonie française composée de 4 îles principales, indépendante depuis 1976. Et alors que les 3 autres îles de l'archipel avaient voté pour l'indépendance, Mayotte a préféré rester française. Au regard des autorités comoriennes, le résultat de la consultation aurait dû prendre dans son ensemble et pas fractionner les îles une à une. Et aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, le contentieux demeure toujours. Et c'est là où ce texte apporte un signal favorable, puisque à plusieurs reprises, ce contentieux n'a pas empêché la signature, entre autres le 21 juin 2013, par les présidents Douanine et Hollande de la Déclaration de Paris sur l'amitié et la coopération entre la France et les Comores, qui visait déjà à renforcer la coopération sur les questions d'intérêt commun, dont la sécurité en mer et le contrôle des migrations clandestines. J'en viens à ce point qui, assurément, a soulevé des débats intenses en commission et qui constitue un enjeu majeur que nous devons prendre en compte pour répondre aux difficultés de nos compatriotes à Mayotte. En effet, l'immigration vers l'île, qui est devenue le 101e département français, provient très majoritairement des Comores. On estime aujourd'hui à un ordre d'idée de 90% de l'immigration clandestine qui vient des Comores à Mayotte. Et rapportée à la population du département, la pression migratoire est sans commune mesure avec l'immigration que connaît la métropole. Et de manière générale, nos territoires ultramarins présentent, en raison de leur prospérité relative au regard de leur environnement régional, une attractivité migratoire très importante. Et l'écart économique entre Mayotte et les Comores mérite toute notre attention. Et j'en viens au 3e point qui a nourri les débats lors de la Commission aux Affaires étrangères. Il m'apparaît très opportun de faire un effort auprès de nos territoires ultramarins, et il faut saisir l'opportunité de l'effort sans précédent proposé par le président Emmanuel Macron de porter l'APD à 0,55% du PIB pour se pencher sur l'environnement immédiat de nos territoires ultramarins. En effet, l'immigration illégale pose divers problèmes, dont un problème sanitaire important, et la recherche d'une prise en charge médicale indisponible aux Comores est un motif fréquent d'immigration illégale, ce qui crée une contrainte supplémentaire pour les services de l'État à Mayotte. Ainsi, je suggère que l'APD devrait profiter en premier lieu aux pays environnant nos territoires ultramarins. Et étant donné qu'il est question que la Commission soit saisie au fond pour la nouvelle trajectoire budgétaire de l'APD proposée par le président Emmanuel Macron, je crois que tous ensemble, au sein de la Commission, nous pourrions nous interroger sur les environnements immédiats de nos territoires ultramarins. Ainsi, vous pouvez constater, mes chers collègues, que les débats soulevés en commission ont largement dépassé le cadre de la Convention. Celle-ci, en elle-même,
comprend des dispositions modernes exposées à l'instant par Monsieur le ministre. Et le but est de fluidifier l'entraide judiciaire entre les deux pays. Pour atteindre cet objectif, elle instaure entre autres une communication directe entre les autorités centrales désignées par les deux pays. Les transmissions ne passeront donc plus par la voie diplomatique et se feront ainsi de manière plus rapide. Nous ne pouvons que nous en réjouir, alors que nous souhaitons, par notre action nationale, simplifier les démarches administratives et accélérer la prise de décision. Pour la France, le Bureau de l'entraide pénale internationale de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice sera désormais compétent. Ainsi, la Convention établit une exigence de célérité, de rapidité d'exécution des demandes. Enfin, les frais d'exécution des demandes ne sont en principe pas remboursés à la partie requise, à l'exception de ceux liés à l'intervention de témoins ou d'experts sur les territoires de la partie requise ou au transfèrement des personnes détenues, ainsi que de certains frais liés à une demande d'audition par vidéoconférence, auquel cas les parties se consultent pour fixer les conditions de l'exécution. Donc, vous avez pu voir par ces quelques exemples la modernité de ce texte. Bien que classique par son contenu, mais c'est bien son contexte qui lui donne toute son importance. Ainsi, dans l'intérêt général de nos concitoyens, en particulier de nos concitoyens mahorais, et en soutien à nos relations avec l'Union des Comores, je vous invite, mes chers collègues, à approuver ce texte sans réserve. Je vous remercie, Madame la rapporteure. La parole est maintenant à Madame Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Notre rapporteure, Laetitia Saint-Paul, que je remercie pour la grande qualité de son travail, nous a longuement parlé de ce projet de loi, de cette convention dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Comores. Ce projet de loi est utile, très utile. Mais il n'est pour moi qu'une étape dans une coopération qui doit être beaucoup plus large désormais entre la France et les Comores. Et c'est pourquoi j'ai proposé, à la fin de nos débats dans notre commission des affaires étrangères, que nous débattions de cette question dans notre hémicycle. Je pense que c'est absolument essentiel. Il est en effet essentiel que les relations entre la France et les Comores s'améliore, s'intensifie, simplifie, s'amplifie pour que, in fine, nous trouvions une solution au problème qui est posé par des mouvements migratoires importants en provenance des Comores vers Mayotte. Ces migrations, il faut que nous le disions, exercent une pression difficile sur Mayotte, un territoire de 375 km², où 41% des adultes sont de nationalité étrangère, le plus souvent comorienne, et pour la moitié d'entre eux en situation illégale. Comme le souligne le rapport de l'INSEE de mars 2017, cette situation est d'autant plus exacerbée que le solde migratoire de Mayotte est négatif, puisque la moitié des jeunes nés à Mayotte émigrent vers la métropole et, dans une moindre mesure, vers la Réunion. Nous voyons bien qu'il faut trouver un nouvel équilibre. Et nous voyons bien aussi que cette situation génère des tensions récurrentes. Cette situation exige donc une intensification sans précédent des relations entre la France et le gouvernement de l'Union des Comores. Les populations des Comores et de Mayotte sont éloignées en termes de niveau de vie et proches géographiquement et culturellement. Et donc nous ne pouvons pas faire l'économie d'une vraie coopération avec les Comores dans de nombreux domaines, qui doivent inclure, bien sûr, la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine, la coopération judiciaire, mais ne doivent pas se limiter à ces questions. C'est également, et Laetitia Saint-Paul vient d'en parler, à travers de l'aide au développement, à travers même du co-développement, que des solutions nouvelles doivent enfin être recherchées et trouvées, en particulier dans le domaine sanitaire. De très nombreux Comoriens, nous le savons tous, viennent en effet à Mayotte pour y trouver une infrastructure médicale qui manque cruellement dans leur pays. Et la coopération dans ce domaine demeure à ce jour largement insuffisante. La France
qui est le premier bailleur bilatéral d'aide au développement aux Comores, a un intérêt évident à prolonger, approfondir cet effort et à le rendre plus pertinent et plus concret pour améliorer la vie des habitants des Comores. Cette convention d'entraide judiciaire qui facilitera la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine doit donc être considérée seulement comme un premier pas vers une coopération que nous voulons plus poussée et sans laquelle nous ne pourrons pas administrer, comme nous le devons, en justice et en équilibre le département de Mayotte. Il nous faudra chercher des solutions pratiques pour sortir le département de Mayotte de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. C'est pour cette raison que la Commission des Affaires étrangères a décidé de créer une mission d'information qui se rendra à Mayotte et aux Comores afin de rechercher les moyens de mettre un terme à cette crise permanente qui pèse sur Mayotte et de développer enfin les Comores. Monsieur le ministre, nous espérons trouver dans le gouvernement une volonté similaire et semblable pour enfin répondre à ces problèmes. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Je vous propose de passer à la discussion générale. Monsieur Rodrigue Coquendo, vous avez la parole pour 5 minutes au nom de La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la déclaration de Paris sur l'amitié et la coopération entre la France et les Comores, signée le 21 juin 2013 par les présidents Ikililou, Douanine et François Hollande, rappelle que la France et les Comores ont développé au fil des années une coopération étroite dans de nombreux domaines et qu'il est nécessaire de développer des instruments clairs et adaptés afin de faciliter la coopération bilatérale et régionale. Le projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Comores, qui est soumis au vote de cette Assemblée aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans cette ambition. La coopération judiciaire fait partie des domaines dans lesquels la France et les Comores ont en effet développé au fil des années une coopération étroite. Jusqu'à présent, la coopération dans ce domaine s'effectuait soit au titre du principe dit de courtoisie internationale, soit sur le fondement Convention de l'ONU. Entre 2008 et 2016, la France a transmis 23 demandes d'entraide aux autorités comoriennes, dont 7 n'ont pas été exécutées. Et pendant la même période, les autorités comoriennes en ont transmis 5 à la France. La présente convention vient donc remédier à cette coopération de long terme, basée sur le bon vouloir, en proposant un véritable dispositif conventionnel bilatéral d'entraide judiciaire. Cette convention a pour objectif de faciliter le rassemblement des preuves dans le cadre des affaires transnationales et de favoriser ainsi la conclusion des poursuites dans des délais satisfaisants. Premièrement, elle retient le principe de l'entraide le plus large possible en matière pénale tout en énumérant certains motifs traditionnels de refus d'entraide. Deuxièmement, elle contient certaines mesures visant à rendre l'entraide judiciaire plus efficace, telles que l'exigence de célérité dans l'exécution des demandes. Enfin, elle promeut l'utilisation de techniques modernes de coopération, notamment dans le domaine de la lutte contre les opérations de blanchiment d'argent, et mentionne également les techniques spéciales d'enquête, telles que des livraisons surveillées, des opérations d'infiltration et des interceptions. Ainsi, au regard des éléments que je viens d'évoquer, le présent texte est classique et contient des obligations internationales qui résultent d'engagements européens et internationaux déjà en vigueur. Son adoption permettra ainsi de proposer des solutions opérationnelles concrètes à des réalités déjà existantes et donc de doter nos échanges dans ce domaine avec les Comores d'un cadre légal ferme, solide et efficace. Par ailleurs, l'adoption aujourd'hui de ce projet de loi fait pleinement partie des efforts que la France fait pour encadrer par des dispositifs toujours plus solides sa coopération avec l'Union des Comores, qui existe déjà depuis de nombreuses années, contrairement à l'idée qui peut souvent être véhiculée. Cette coopération, elle se traduit avant tout en matière d'aide publique au développement. La France est le principal bailleur bilatéral des Comores et apporte son aide dans le cadre d'une programmation conjointe européenne de 135 millions d'euros au total sur 2014-2020, ce qui permet à la France et à l'Union européenne d'assurer
une meilleure coordination et complémentarité de leur intervention, ainsi qu'une réduction des coûts de mise en œuvre. Ce plan d'aide important se justifie par la situation particulière de l'Union des Comores. Pays en difficulté, considéré comme l'un des pays les moins avancés, les Comores constituent l'un des maillons fragiles de la région de l'océan Indien et de l'Afrique orientale, étant confrontés à plusieurs défis, tant du point de vue politique qu'économique. La coopération en matière judiciaire fait partie des secteurs prioritaires retenus par l'Union européenne et par la France pour contribuer au développement des Comores, le bon fonctionnement des pratiques judiciaires étant effectivement l'une des conditions sine qua non pour le renforcement de l'état de droit et pour la stabilisation politique du pays et par conséquent pour son développement. C'est pourquoi l'adoption du présent texte est un jalon important pour permettre à la France de pleinement contribuer à l'amélioration du traitement des affaires pénales par les Comores, à un meilleur respect de la justice et à la transparence dans la lutte contre les crimes internationaux. En guise de conclusion, je souhaiterais rappeler enfin, afin d'arrêter toute critique injustifiée et sortie du contexte, que le texte qui est soumis au vote aujourd'hui a vocation à répondre à des besoins opérationnels liés à notre coopération avec l'Union des Comores et qu'il a été élaboré dans une visée d'apaisement de la relation bilatérale autour de la question de Mayotte, apaisement qui s'est également manifesté dans d'autres domaines de coopération. Ce n'est un secret pour personne, les relations franco-comoriennes sont très marquées par l'immigration clandestine entre les Comores et Mayotte. C'est pourquoi, en élargissant le champ de l'entraide judiciaire, l'adoption de ce texte permettra sans aucun doute d'améliorer la lutte contre l'immigration clandestine et ainsi faciliter les affaires qui concernent les populations circulant entre Mayotte et les Comores. Ce n'est pas en refusant toute coopération avec les Comores aujourd'hui que nous stabiliserons les relations entre Mayotte et les Comores. C'est au contraire en nous dotant de conventions solides, efficaces, telles que celle qui nous est présentée aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Cordier pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord, à mon tour, Madame la Présidente, vous remercier d'avoir inscrit cette question à l'ordre du jour et que l'on puisse ici très librement échanger sur ces questions. Il nous revient aujourd'hui d'examiner la convention d'entraide judiciaire entre la France et l'Union des Comores. L'objectif est de rendre les échanges plus fluides et plus utiles entre les autorités judiciaires de nos deux pays. Renforcer l'entraide judiciaire entre la France et les Comores apparaît essentiel, d'autant plus que nous connaissons une importante circulation de flux de population partant de l'Union des Comores vers Mayotte, 101e département français. Au-delà de cet accord d'entraide judiciaire, dont on ne peut que se féliciter, il convient, malgré tout, d'appeler l'attention du gouvernement sur la crise sociale, sécuritaire et politique que connaît Mayotte depuis plusieurs jours, comme l'ont fait remarquer nos collègues et amis Didier Quentin et Mansour Kamardine devant la Commission des Affaires étrangères en janvier dernier. Alors que l'île de Mayotte est secouée depuis le 20 février par un mouvement de contestation populaire contre l'insécurité, il convient de rappeler que Mayotte a demandé la protection de la France dès 1841. Les Mahorais s'estimaient à juste titre victimes des sultans batailleurs. Les trois autres îles n'ont rejoint l'Union française qu'à la fin du XIXe siècle. Il y a donc une spécificité de la situation de Mayotte. Les Mahorais se sont exprimés très clairement, à plusieurs reprises, pour le maintien au sein de la République française. Dans les années 1974-1975, une partie du gouvernement, dont le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, Louis de Guiringaud, voulait aller vers l'indépendance afin d'aider notre diplomatie vis-à-vis du groupe des 77. Un certain nombre de personnes ont alors tenu bon. L'appartenance de la France à cette île, de 374 km², dont la population atteint aujourd'hui 265 000 habitants selon les chiffres officiels de l'INSEE, mais dont le nombre réel doit atteindre les 400 000 personnes au regard des chiffres de la consommation, est parfaitement clair. Seulement 130 000 d'entre eux
soit moins de la moitié, sont de nationalité française. Sur les 2 tiers restants, la moitié est malheureusement en situation irrégulière. Vous comprendrez donc aisément les difficultés qui ont été soulignées par notre collègue Mansour Kamardine devant la Commission des Affaires étrangères le 31 janvier dernier. Laurent Wauquiez est allé à la rencontre de nos compatriotes de l'océan Indien il y a quelques jours. Il a dénoncé l'abandon de Mayotte par le gouvernement dans une situation qui n'est plus acceptable pour les Mahorais. Il a rappelé qu'aucun autre département de France n'accepterait ce qui se passe ici, en visant l'immigration clandestine à Mayotte en provenance des Comores notamment. En effet, les Mahorais ont de plus en plus de mal à avoir accès aux services publics et il en résulte une réelle rupture d'égalité. Ils ont, mes chers collègues, le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, des citoyens entièrement à part alors qu'ils sont des Français à part entière. Les populations comoriennes tentent d'atteindre Mayotte par des embarcations de fortune, dans l'espoir de voir leurs conditions de vie améliorées. Les femmes enceintes espèrent notamment voir leurs enfants nés sur le sol français en obtenir la nationalité. Il suffit pour cela d'avoir en tête que la maternité de Mamoudzou enregistre plus de 10 000 naissances par an, dont 74% sont issus de femmes en situation irrégulière. J'ajoute que les populations non comoriennes cherchent elles aussi à rejoindre ce territoire de la République française, alors même qu'elle n'est plus en mesure d'accueillir qui que ce soit et qu'il ne peut accueillir, comme le disait Michel Rocard, toute la misère du monde. Il faut également préciser que plus de la moitié des habitations constituent des habitations de fortune, pour ne pas dire des bidonvilles insalubres, au point que si un ouragan de type Irma venait à balayer Mayotte, les pertes humaines seraient considérables. Comme l'a fortement indiqué Mansour Kamardine devant nous, lorsque les Mahorais ont choisi la départementalisation, il s'agissait pour eux d'être libres. Or, cette liberté n'existe pas à cause de l'immigration. Afin d'illustrer son propos, notre collègue Kamardine a rappelé qu'un lycée a dû se résoudre à arrêter tout enseignement car il a été saccagé par des voyous. Un jeune piégé sur une route a dû lutter pour sa survie. La violence règne et les exemples se multiplient. Depuis lundi, les maires de Mayotte ont fermé l'ensemble des mairies afin de protester contre l'insécurité et de montrer le mécontentement de la population. Il y a plus que jamais urgence à ce que le gouvernement se mobilise pour prendre à bras-le-corps la situation de Mayotte. Fin février, la ministre des Outre-mer, Mme Girardin, a annoncé qu'une série de mesures dites déterminées pour améliorer la sécurité, parmi lesquelles l'envoi de gendarmes supplémentaires et la création d'une zone de sécurité prioritaire. Mais comme l'a dit Laurent Wauquiez, ces mesurettes ne sont pas suffisantes. Il a demandé de vraies réponses, car le sentiment aujourd'hui des Mahorais, c'est que la France n'assure plus ses devoirs et que la République, ici, démissionne. Enfin, si nous sommes le premier bailleur bilatéral aux Comores, il est temps d'évaluer l'utilisation de cette aide et de voir si elle peut être augmentée et pour quel type d'investissement d'avenir. Je rappelle que notre aide au développement représente quelques 10 millions d'euros par an, alors que le coût de l'immigration clandestine est évalué à quelques 300 millions d'euros par an pour la seule prise en charge par l'État de l'éducation et de la santé. Dans cet esprit, nous attendons beaucoup de la mission d'information de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Présidente, pour voir comment améliorer notre coopération bilatérale avec l'Union des Comores, au-delà de cette convention d'entraide judiciaire qui va bien naturellement dans le bon sens. En aidant les Comores, nous aidons Mayotte. C'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, au nom du groupe Les Républicains et apparentés, j'invite nos collègues à adopter ce projet de loi autorisant l'approbation de cette convention. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Cordier. La parole est maintenant à Monsieur Bruno Joncourt pour le mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente
de la Commission, Madame la rapporteure, notre Assemblée doit aujourd'hui se positionner sur le projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Comores. Ce texte vise à établir une coopération judiciaire en matière pénale plus efficace entre l'État français et les Comores en mettant en place un cadre spécifique et pérenne. Elle tente à élargir le champ de l'entraide, à fluidifier les échanges entre les deux pays et à optimiser leur efficacité, notamment par la promotion de techniques modernes de coopération judiciaire. Comme l'a souligné la rapporteure dans ses conclusions, cette convention est un texte classique dont l'adoption ne pose pas de difficultés particulières. Pourtant, il faut envisager l'adoption de ce texte comme un signe fort dans l'engagement qui nous incombe envers les Mahorais qui se soulèvent aujourd'hui pour protester contre l'insécurité, la délinquance, la recrudescence des actes de violence et plus généralement la dégradation de la situation économique et sociale. À la suite de ce fort mouvement de contestation populaire, l'île de Mayotte est paralysée. Il faut savoir qu'un grand nombre de manifestants mahorais, une grande majorité de la population, estiment que la délinquance est directement liée à l'immigration clandestine en provenance des îles comoriennes. Nous saluons les mesures énoncées pour répondre à l'attente des Mahorais en créant notamment à Mayotte une zone de sécurité prioritaire. Il est néanmoins regrettable de se saisir de la question de l'immigration clandestine que subit Mayotte et d'en faire une priorité seulement lorsque la population se soulève. L'inquiétude et la colère qu'exprime aujourd'hui ce mouvement s'inscrivent dans une situation qui n'est pas récente, ce qui aurait justifié une réelle prise de conscience et une réactivité plus forte depuis une période déjà ancienne. Le précédent président de la République signait en 2013 la déclaration de Paris sur l'amitié et la coopération entre la France et les Comores, qui tendait vers une coopération renforcée dans les domaines de la circulation des personnes, de la sécurité en mer et du contrôle des migrations illégales. Depuis, un haut conseil paritaire se réunit tous les ans pour aborder ces sujets et cette convention est le fruit de ces travaux. Nous devons poursuivre en ce sens, à commencer par l'adoption de ce texte, ensuite en intensifiant nos efforts pour apporter des solutions concrètes à une situation qui devient invivable à la fois pour Mayotte et pour les Comores et qui pourrait être davantage explosive. Ceci affirmé, la seule réponse sécuritaire ne suffira pas à résoudre toutes les difficultés, puisque nous ne pourrons pas trouver de solution aux difficultés qui secouent Mayotte sans un travail de discussion et de coopération avec les Comores. Nous devons nous interroger sur les causes profondes des migrations irrégulières et réfléchir à de nouvelles mesures pour mieux accompagner les migrations régulières. La pauvreté des Comores, l'absence de travail et d'éducation, l'inadaptation et l'insuffisance des infrastructures sanitaires sont autant de raisons qui poussent les Comoriens à rejoindre Mayotte. Nous nous réjouissons donc que le gouvernement ait choisi d'inscrire l'aide publique au développement parmi les priorités du quinquennat. Cette décision s'est traduite par l'adoption par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement du plan d'action migration internationale et développement, élaboré par l'Agence française de développement, permettant la prise en compte des migrations dans la politique d'aide au développement de l'État. Les Comores font d'ores et déjà partie des 19 pays prioritaires dans la politique d'aide au développement française. La décision du CICD doit donc aujourd'hui permettre de répondre aux enjeux d'une croissance économique durable en apportant des solutions concrètes pour éviter ce phénomène migratoire. Il y a aussi une réflexion plus globale et pas spécifique au cas comorien engagée sur la mobilité internationale et la circulation des populations
en étudiant les conditions de durée sur le territoire. L'occasion nous est donnée de formuler des propositions en ce sens avec l'examen du projet de loi sur l'immigration et l'asile, et il nous faudra la saisir. À ce jour, la France et l'Union des Comores ne sont liées par aucun dispositif conventionnel bilatéral d'entraide judiciaire pénale. La coopération dans ce domaine ne s'effectue donc que sur le fondement des conventions multilatérales auxquelles la France et l'Union des Comores sont toutes deux parties concernées, ou bien au titre de la courtoisie internationale selon le principe de réciprocité. Compte tenu de la proximité avec Mayotte, l'approbation de cette convention permettra de répondre à des besoins opérationnels en luttant plus efficacement contre les filières d'immigration clandestine et de manière plus générale contre l'insécurité et la criminalité. Ce projet constitue une opportunité en lien avec l'actualité à Mayotte, mais plus fondamentalement, il doit s'inscrire dans l'exigence de la France de protéger l'ensemble de son territoire et d'y garantir et renforcer la cohésion sociale et territoriale. Mayotte, c'est la France. L'attachement historique de Mayotte à la France s'inscrit dans un sentiment et dans une volonté populaire à plusieurs reprises formulée et rappelée. Mayotte, c'est un territoire français et c'est aussi et surtout une réalité sociale et humaine qui est une composante à part entière du peuple français. Les autorités françaises ont le devoir impérieux, en fonction de cette histoire et de cette réalité, de permettre à ces Français d'outre-mer qui vivent dans un environnement régional complexe et fragile de croire en leur avenir. Un avenir au sein de la République française qui assure à la population protection, cohésion, sécurité, prospérité. Dans cet esprit, la coopération nécessaire avec les Comores constitue une contribution significative dans le cadre de relations normales et durables à cette priorité, à cette volonté de préparer pour Mayotte les conditions d'un meilleur avenir. Pour toutes ces raisons, le groupe du Mouvement démocrate apparenté votera en faveur de ce projet de loi. Par ailleurs, nous soutiendrons la proposition formulée par Madame la présidente de la Commission des affaires étrangères d'envisager l'organisation d'une mission d'information afin que nous puissions nous saisir de la question de l'aide au développement des Comores. Nous savons que nous aiderons Mayotte en aidant les Comores et que ces questions sont intimement liées et que se préoccuper ainsi de nos relations avec les Comores fait partie de notre mission. Je vous remercie, Monsieur Joncourt. En attendant que M. Negelen nous rejoigne pour le groupe UDI Agir et Indépendant, et à cet horaire et à ce stade de nos débats, j'ai envie de vous proposer qu'on prolonge cette séance pour nous éviter de nous retrouver cette nuit. Je crois, d'après les réseaux d'information très développés que j'ai dans cette salle, que tout le monde est à peu près d'accord. Donc si personne ne hurle, nous prolongeons la séance. Si vous en êtes tous d'accord, je le prends pour un consentement. Monsieur Negelen, vous avez la parole. Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le texte comporte tous les éléments d'une convention classique en matière de coopération judiciaire en s'inspirant directement des instruments conventionnels les plus récents. Ces mécanismes ont notamment été à la base de projets de loi similaires avec d'autres pays, comme le Costa Rica. Le projet de loi est adapté à la fois aux normes françaises en matière pénale et judiciaire, ainsi qu'à nos engagements internationaux et européens qu'il convient de respecter. Les autorités comoriennes sont à l'initiative des négociations autour de cette convention, dont les discussions associées ont été amorcées en novembre 2011. Nos collègues comoriens ont souhaité voir l'avènement d'un véritable droit commun en matière pénale afin d'ancrer définitivement les dispositifs d'entraide judiciaire pour ne plus s'en remettre au bon vouloir des autorités concernées. Comme l'indique le rapport de Madame la députée Saint-Paul, que je tiens ici à remercier pour la qualité du travail fourni, jusqu'ici, nos relations juridiques reposaient sur des accords multilatéraux inscrits dans le cadre de conventions internationales sous l'égide des Nations Unies, auxquelles nos deux États sont partis.
La France et les Comores ne disposaient jusqu'alors d'aucun dispositif conventionnel permettant une coopération en matière de recherche en preuve pénale. Et depuis 2008, 25 demandes d'entraide ont été adressées aux Comores, dont 17 n'ont pas été exécutées. Dans le même temps, l'Union des Comores a adressé 5 demandes d'entraide, dont 3 ayant été exécutées. Des coopérations ont pu avoir lieu selon le principe de courtoisie internationale, au cas par cas et sur une base de réciprocité. Mais il convient aujourd'hui que cette réciprocité se formalise dans la continuité logique de l'approbation d'ores et déjà émise par le Sénat le 9 novembre 2016. Ainsi, la présente convention participera à améliorer l'efficacité et la célérité de nos échanges judiciaires en uniformisant les principes préexistants tout en promouvant des techniques modernes de coopération, notamment concernant le blanchiment d'argent ou la fluidification de l'obtention d'informations dans le domaine bancaire, en ouvrant la possibilité d'action sur des entités agissant pour le compte des fonds fiduciaires. Certaines procédures seront simplifiées avec un usage encouragé de technologies comme la vidéoconférence, particulièrement adaptée dans ce contexte spécifique. La Convention vise également de manière sensée les procédures d'indemnisation pour des mesures de poursuite ou de condamnation qui pourraient être non justifiées. Outre l'organisation pertinente en matière pénale que prévoit la Convention, celle-ci encadre des techniques spéciales d'enquête comme les livraisons surveillées, les opérations d'infiltration et les interceptions téléphoniques dont l'utilité se justifie par la proximité avec Mayotte et par la porosité des frontières. La Convention présente une assise juridique qui permettra le renforcement d'opérations de lutte contre les trafics ayant cours dans cette partie du monde. Par ailleurs, si une majorité des Comoriens pratiquent un islam modéré, plusieurs observateurs notent que la société comorienne est traversée par des mouvements islamistes radicaux qui viennent prêcher le prosélytisme et tenter de mettre à mal la fragile stabilité du pays. Ces évolutions méritent donc toute notre attention. Et désormais, les autorités françaises auront la possibilité de s'entendre avec leurs homologues comoriens pour autoriser des livraisons surveillées sur leur territoire, ceci dans le cadre d'enquêtes pénales pouvant donner lieu à une extradition. Ce texte est donc un texte plutôt bon, tant sur le fond que sur la forme. Il est important toutefois de rappeler que les Comores sont très proches de l'île française de Mayotte. Et cette proximité nous pousse à entretenir des liens diplomatiques étroits avec l'Union des Comores sur un large spectre de thématiques, et notamment sur les enjeux liés à l'immigration. Avec un PIB par habitant s'élevant à moins de 860 €, l'Union des Comores est encore considérée comme appartenant à la catégorie des pays les moins avancés. Malgré une certaine stabilité politique retrouvée avec la mise en place d'une gouvernance tournante entre les îles qui composent l'archipel, l'Union des Comores présente toujours une situation socio-économique fragile. Insularisée à la fois sur le plan géographique, mais aussi politique, sanitaire et économique, l'archipel est une société d'émigration avec un solde migratoire largement négatif. Sur un total de 800 000 habitants comoriens, on estime à 370 000 la diaspora comorienne présente sur le territoire français. La présente convention a le mérite d'adopter une attitude réflexive vis-à-vis de ce constat et de prévoir les dispositifs législatifs en la matière pour une lutte efficace contre les réseaux d'aide et d'entrée en séjour irrégulier à Mayotte. Cela dit, il ne faut pas oublier l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'île française et le désarroi de nos compatriotes mahorais. Il ne faut pas oublier ces habitants de l'outre-mer qui sont des citoyens français à part entière et doivent donc bénéficier des mêmes droits, peu importe leur situation géographique et leur lieu d'habitation. C'est pourquoi il faut que l'État français joue pleinement son rôle, que le gouvernement vienne rapidement en aide au peuple mahorais afin que l'autorité de l'État s'applique partout et afin de faire respecter la loi française sur le territoire complet du département. Mayotte ne peut pas accueillir toute la misère de l'archipel et les Comores ne doivent pas faire peser leur pression démographique et migratoire sur cette île d'abord et avant tout française. La République a l'obligation de garder le contrôle de son territoire. Le besoin d'un vrai plan d'investissement à Mayotte est indéniable. Il devra aussi, sans doute, passer par une aide aux Comores qui ne doit toutefois pas être dispendieuse et doit être conditionnée à des résultats.
C'est pourquoi tout l'enjeu est de parvenir à cibler au mieux ces besoins qui sont immenses, comme l'a rappelé en janvier dernier en commission des affaires étrangères notre collègue Mansour Kamardine, et adapter les financements de façon pertinente pour qu'en bout de ligne, les Mahorais bénéficient véritablement de ce soutien au développement. À cet égard, il serait nécessaire que des membres de la représentation nationale, la commission des affaires étrangères, se rendent à Mayotte, aux Comores, afin que les élus de la nation puissent, de leurs yeux, constater les dérives, notamment migratoires, qui engendrent de l'insécurité et des conditions de vie inacceptables pour les Mahorais. Pour conclure, bien sûr, nous nous positionnerons en faveur de ce texte, mais surtout, pensons à Mayotte et agissons pour les Mahorais, qui sont avant tout nos compatriotes français. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Laurence Dumont pour la Nouvelle Gauche et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Nous débattons donc de cette convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Comores. Appartenant à la catégorie des pays pauvres très endettés, qui connaissent une instabilité chronique, ainsi que des formes de radicalité religieuse, les Comores présentent un intérêt important pour la sécurité des frontières françaises et la stabilité de l'un de ses départements, Mayotte. Les liens entre ces deux territoires voisins sont étroits. Plus de 250 000 personnes sont des résidents légaux à Mayotte. Et même si on peut ne donner qu'un chiffre approximatif et non officiel, par définition, près de 80 000 personnes seraient des étrangers en situation irrégulière, dont 90% en provenance des Comores. Plus largement, les liens entre la France et les Comores sont importants dans la mesure où la diaspora comorienne sur le territoire français s'élève à 370 000 personnes, soit presque la moitié de la population totale des Comores. Les transferts unilatéraux de cette diaspora comptent pour 25% du PIB de cet État de l'océan Indien. Si les liens avec les Comores représentent un intérêt particulier pour la sécurité des frontières françaises et la stabilité de l'un de ces départements, Mayotte, c'est parce que, vous le savez, les Comores constituent le point de départ d'un flux d'immigration important à destination de Mayotte. La présente convention d'entraide judiciaire en matière pénale s'inscrit dans ce contexte et a notamment pour objectif de coopérer plus efficacement dans le domaine de l'immigration clandestine, tant pour le démantèlement des filières illégales que pour le traitement des flux migratoires bilatéraux entre les deux territoires. Point important, l'accord ouvre la possibilité d'opposer un refus d'entraide si la demande se rapporte à des infractions politiques ou si son exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels. Ainsi, la France pourrait évidemment refuser une demande pouvant aboutir à une condamnation à mort aux Comores, où cette peine est toujours applicable. Ce texte ne présente guère de difficultés. Il facilite nos relations avec ce pays partenaire et, compte tenu de l'importance des flux de population entre les Comores et Mayotte, nous le voterons. Mais je profite de ce débat pour évoquer un autre sujet important et regretter le régime dérogatoire applicable à Mayotte en matière de traitement des personnes sans papier, et notamment des enfants, dont le nombre enfermés en rétention est absolument inacceptable. Le défenseur des droits s'en est ému récemment, jugeant cela contraire aux articles 3 et 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce sont plus de 4 200 enfants qui auraient été enfermés en centre de rétention à Mayotte l'an dernier. Nous avons aussi été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour pratiques dégradantes au sujet des enfants enfermés en rétention. Alors il y a cet accord. Avec cet accord, nous pourrons mieux agir en amont et prévenir, et c'est tant mieux, mais nous devons aussi et surtout traiter dignement ceux qui sont déjà arrivés sur le territoire de Mayotte. Ce n'est malheureusement pas la voie choisie par le projet de loi sur l'immigration du gouvernement, qui confirme le régime d'exception existant, justifiant des droits au rabais et contraire à la Cour européenne des droits de l'homme, mais nous y reviendrons. Je vous remercie, madame. La parole est à monsieur Jean-Luc Mélenchon pour le groupe La France Insoumise et pour 10 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est une bonne chose qu'on ait, le hasard faisant bien les choses, ce débat aujourd'hui, car je crois que chacune des paroles que nous allons prononcer vont être entendues, répétées, commentées,
et que, nonobstant les kilomètres, un dialogue singulier s'engage à cet instant avec nos compatriotes. Il faut voter cette convention. Elle contient des aspects intéressants, mais elle a surtout un sens politique. Elle montre que pour la France, les Comores, l'Union des Comores, n'est pas un adversaire, n'est pas un ennemi, mais un partenaire. Et sur cette base, on peut avoir ensuite librement les autres discussions absolument indispensables avec l'Union des Comores, qui doit pouvoir prendre ses responsabilités d'une autre manière par rapport à l'exode massif de sa population vers le territoire français. Nous avons dans cette circonstance des responsabilités, nous le savons, mais l'Union des Comores en a aussi. Et c'est la loyauté, la sincérité d'un débat que de le dire franchement, depuis cette tribune et amicalement. Je sais, comme beaucoup d'entre vous, que ce soit des Mahorais français ou que ce soit des Français de l'Hexagone, nous avons de la famille aux Comores, et jusque sur ces bancs. Par conséquent, le devoir de créer un lien spécial, franc et efficace avec les Comores s'impose. L'excellent rapport de Madame Saint-Paul l'a confirmé il y a un instant, et je crois que nous sommes unanimes sur le sujet. Mais à cet instant, nous devons parler à Mayotte. Nous devons parler aux Mahorais. Mayotte est sous le choc d'une immigration dont la première chose que nous avons à dire, c'est que quoi qu'on en pense, Mayotte ne peut pas l'assumer seule. Mayotte ne peut pas l'assumer seule. La France doit prendre en charge sa responsabilité. La France tout entière, pas seulement les Mahorais. C'est le moment de se souvenir qu'entre les grandes déclarations sur Mayotte, c'est la France, et la réalité, il y a ce fait que nous ne devons pas rester sans rien faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Il y avait encore aujourd'hui 20 000 personnes dans les rues, à Mamoudzou et ailleurs. C'est l'équivalent d'1 million de Français dans l'Hexagone qui se rassembleraient, par exemple, sur les Champs-Élysées. Je sais qu'on serait alors très à l'écoute de ce qu'ils diraient. Eh bien, il faut faire de même. Ici, nous avons une situation dont plus personne ne voit l'issue. D'un côté, une immigration massive, des milliers de gens qui meurent en mer, les fameux kwassa-kwassa, et sur place, une société qui a des traditions d'hospitalité, d'accueil, de bienveillance, notamment fondées sur les liens familiaux, et qui ne peut plus accomplir les devoirs qu'elle estime indispensables à l'égard de celui qui arrive. Alors, nous avons atteint un point de rupture. Nous ne sommes pas dans une situation ordinaire. Nous sommes dans une situation où les destins longs de la patrie se nouent à cet endroit-là. En tout cas, pour ceux qui, comme moi, pensent que Mayotte est française. Il faut mesurer ces mots. Je le dis à mon collègue Les Républicains, dont j'ai apprécié une partie de ce qu'il a dit. Non, M. Wauquiez a eu totalement tort. Au moins sur un point, lorsqu'il dit « Je demande que sur Mayotte, on sorte des conditions d'application du droit du sol et qu'on revienne à un principe de bon sens, dit-il, quand un enfant naît ici de parents clandestins, ça ne peut pas aboutir à l'octroi de la nationalité française. » Il ne faut pas dire des choses comme celle-là, car elles n'ont pas de sens, elles sont seulement blessantes. Pour être français, il faut être né en France, y avoir 18 ans et 5 ans de résidence habituelle depuis l'âge de 11 ans. Il n'est donc pas vrai qu'on devienne français simplement en naissant sur le sol de France. J'ai failli un temps l'apprendre à mes dépens, après la loi de M. Pasqua, lorsque nous autres pieds noirs, pauvres pieds noirs et surtout pieds noirs pauvres, nous avons appris que notre identité était incertaine, quand bien même on avait été auparavant sénateur ou même ministre. C'est pourquoi il faut peser ces mots, sinon on blesse pour rien. Alors, dans ce contexte, les élus de Mayotte nous présentent un texte qui les met tous en cohérence. Il faut l'entendre. Ils demandent 1,8 milliard d'euros sur 10 ans, c'est-à-dire presque la moitié, moins de la moitié, de ce que représente la suppression de l'impôt sur l'ISF. Ce n'est rien pour la France. Ce n'est rien pour la France qu'1,8 milliard pour assurer la dignité de ses enfants et de ses concitoyens. 500 millions d'euros pour l'habitat, parce qu'un habitat sur 3 est en tôle ondulée, en carton, en papier. Voilà la situation d'un logement sur 3. 480 millions d'euros sont demandés par les élus pour l'eau potable et l'assainissement. 17% de nos compatriotes n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'accès à l'eau courante.
480 millions d'euros pour la construction d'écoles. Un petit Mahorais, c'est 273 € par an, quand la moyenne en France est 545 dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui justifie un écart pareil? Est-ce que nous ne nous rendons pas compte que quand il y a tant d'enfants, la priorité absolue, c'est leur éducation, parce que c'est comme ça qu'on se prépare à un futur qui ne serait pas la catastrophe que nous avons déjà sous les yeux. 238 millions d'euros pour les routes et les transports. Et puis on pourrait continuer. Pourquoi l'alimentation là-bas coûte 19% plus cher que dans l'Hexagone? Pourquoi les mobiles coûtent 26% plus cher? Pourquoi l'aide médicale d'État, alors qu'il y a un tel niveau d'immigration, ne s'applique pas au territoire? Pourquoi le Code du travail ne s'est-il pas appliqué avant janvier dernier? Voilà les questions qui se posent à nous tous. Ce n'est pas la spécialité de l'un ou de l'autre, mais ce sont les questions qu'il faut maintenant traiter à bras le corps. Et c'est pourquoi j'en viens à proposer que le gouvernement se penche aussi rapidement qu'il sera possible de le faire sur cette situation particulière des mineurs abandonnés, qui non seulement souffrent dans leur esprit et dans leur chair, non seulement sont dans un état d'exaspération et d'excitation, qui est peut-être le propre de la jeunesse, on le sait, au point que tout devient encore plus compliqué, mais surtout, qui pour nous est un défi moral. Pour nous, la France, qu'est-ce que c'est? 4 000, 5 000 jeunes, nous dit-on, c'est énorme pour Mayotte. Mais pour la République française, qu'est-ce que c'est? 4 000, 5 000. Mayotte ne peut pas faire face toute seule. Il faut donc, par exemple, je le propose au nom de mes amis, qu'on accueille immédiatement la totalité des mineurs abandonnés qui sont sur Mayotte en métropole et qu'ils soient répartis immédiatement dans les familles d'accueil et les institutions qui pourraient les accueillir. Immédiatement. Cela est possible. C'est une action d'urgence. Elle ne représente pratiquement aucun effort pour nous. Elle serait décisive pour Mayotte, lui donnant en quelque sorte le sentiment d'être aidé au moment où il faut l'être. Oui, 4 à 5 000 jeunes qui seraient pris en charge et éduqués, ce serait aussi un bienfait pour la France. Ma deuxième proposition est que l'on prenne immédiatement les mesures en matière scolaire. Là, c'est notre avenir. Vous savez que tout se joue en rien du tout sur 2 ou 3 classes, CM1, CM2. Bon, beaucoup de choses se préparent pour l'avenir. Aujourd'hui, on en est à avoir des roulements dans les écoles. Bon, après tout, pourquoi pas, ça peut aussi arriver. Mieux vaut aller à l'école en roulement que pas aller à l'école du tout. Mais enfin, ça ne peut pas être la situation ordinaire. Prenons les mesures d'exception qui nous permettent de pouvoir construire séance tenante des écoles et y envoyer des instituteurs. Dès maintenant, nous les avons, ici en métropole, ou ceux qui sont capables d'aller enseigner. Oui, nous les avons. Nous avons des bacs plus 3 et des bacs plus 5, puisque c'est le niveau qui est exigé, à mon avis, d'une manière excessive. C'est les niveaux qu'on peut trouver très facilement en métropole. Des bacs plus 3 ou bacs plus 5 qui ne demandent pas mieux que de travailler, je vous en trouve quand vous voulez. Il faut prendre en charge tout de suite cette question scolaire, parce qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, la situation peut définitivement couler. Mayotte est la région la plus pauvre d'Europe. M'entendez-vous, mes collègues? C'est une information, quand on la reçoit, qui est blessante pour l'idée qu'on se fait de notre pays. Eh bien, Mayotte, département français, est la région la plus pauvre d'Europe. Et il faut se souvenir avec quelle passion, pardon, je prends à mon camp de cette passion, je sais que tous mes amis ne sont pas de cet avis, on va l'entendre bientôt. Ils ont voulu être français. Personne ne peut oublier comment les commandos féminins ont obtenu sur ce plan le dernier mot. C'était les commandos de chatouilleuses qui ont inventé la forme révolutionnaire unique au monde et jamais reproduite, qui consiste à les chatouiller, ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, pour les amener à la raison. Personne ne peut oublier tout ça. Ce sont des événements récents. Alors je vous le dis, j'entends dire que la question serait que la départementalisation n'aurait pas donné les résultats qu'on veut. Ne touchez pas au statut, ce n'est pas le moment. Tout ce qui donne l'impression que la France va être moins la France là-bas est très mal reçu par toutes les populations. Mayotte est française, elle a donc le droit d'être totalement française. Voilà le message qui doit sortir de notre hémicycle. À nos compatriotes à qui nous disons que nous leur présentons des excuses pour tout ce que nous n'avons pas su faire à temps, jusqu'au point où ils sont rendus à présent. Dans cette région, on vous l'a dit, nombreux sont ceux qui patrouillent et mènent leur guerre d'influence qui pourrait s'étendre demain jusque dans notre pays.
que l'Iran, l'Arabie saoudite et les autres utilisent leurs fonds à faire autre chose qu'à aller prêcher et peut-être aider leurs propres compatriotes et leurs coreligionnaires d'une manière qui ne les pousse pas à la rue. Merci beaucoup, Monsieur Mélenchon. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Bien, mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, en cette journée, j'ai été accusé d'antisémitisme, antisionisme. Mes adversaires n'étaient pas là pour dire que j'étais anti-arabe sur les Émirats arabes unis. Et là, peut-être que ceux qui parleront après moi diront que je suis anti-français. Lorsque j'ai vu qu'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et l'Union des Comores serait à l'ordre du jour de la Commission, il m'a semblé, à mon groupe et à moi-même, absolument nécessaire de le porter en séance publique, tout comme notre présidente. Absolument nécessaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il est très important d'entendre au sein de cet hémicycle les arguments des uns et des autres sur les sujets en rapport avec notre commission. Ensuite, parce que dans notre volonté de faire sortir les débats de notre commission pour les amener en séance publique, le cas de Mayotte semblait parfait. Parce que c'est une zone géographique en tension extrême au niveau démographique, duquel découlent les autres niveaux, les enjeux de la place de l'État, de l'éducation ou encore de la santé publique qui sont plus que jamais mis en tension. Mais aussi et surtout, dirais-je, au niveau diplomatique. Le statut de Mayotte pose de graves problèmes pour la France. L'île est française. Pour l'ONU. Elle est membre de l'Union des Comores. Ce différend est une épine dans le pied de la diplomatie de notre État. Pour comprendre cette tension sur le statut légal de Mayotte, permettez-moi de faire un petit rappel historique. Colonisés au XIXe siècle, les Comores deviennent les territoires d'outre-mer en 1946 et demandent leur indépendance. 2 décennies plus tard, conformément aux droits des peuples, se tient un référendum d'autodétermination approuvé par environ 95% des Comoriens. 3 des 4 îles de l'archipel votent à une écrasante majorité pour l'indépendance. De son côté, la petite île de Mayotte, qui représente 8% des suffrages exprimés dans le référendum, est la seule à se prononcer à 64% pour leur attachement à la France. 6 mois plus tard, l'Union des Comores, fort de l'approbation obtenue par le référendum d'autodétermination, se déclare indépendante. L'Union des Comores est alors reconnue diplomatiquement par l'Union africaine, la Ligue arabe et l'ONU, qui, par la résolution 3385, reconnaît le nouvel État souverain. L'archipel des Comores est désormais régi par l'Union des Comores, composée de 4 îles, Anjouan, Grand Comore, Mohéli et Mayotte. Mais l'État français, mécontent du cas et voyant que l'île de Mayotte s'est prononcée pour son rattachement à la France, décide au mépris du droit international de séparer cette île du reste de l'archipel au nom de son score du référendum de 1975 et la rattache à l'État français. Un second référendum est proposé par l'État français aux habitants de Mayotte 1 an plus tard, en 1976, pour qu'ils redonnent leur avis sur leur rattachement à la France. Après un résultat confirmant celui de l'année d'avant, la France décide unilatéralement de détacher Mayotte du reste de l'archipel, ce qui est totalement illégal du point de vue du droit international. Ainsi, la résolution numéro 31-4 du 21 octobre 1976 de l'Assemblée générale des Nations unies déclare ce référendum comme nul et non avenu au nom du point 6 de la déclaration d'indépendance de l'ONU portant sur l'intégrité territoriale des territoires décolonisés. Depuis, l'ONU a condamné 22 fois la France pour cette occupation illégale. Et la France s'obstine. Sa stratégie pour garder coûte que coûte Mayotte dans son giron répond à des objectifs militaro-économiques. La zone économique exclusive de Mayotte, qui fait 165 fois la superficie de l'île, permet à la France de prospecter de potentielles ressources dans l'océan Indien, notamment en hydrocarbures et en minerais, tout en surveillant militairement le canal du Mozambique où passent 2/3 du pétrole provenant du Moyen-Orient. La problématique humanitaire de Mayotte est donc secondaire. Ce choix est désastreux. Les aides de la métropole pour le développement de l'île ont fait monter le niveau de rémunération des Mahorais, tandis que celui des citoyens des autres îles de l'archipel a stagné. Cette situation a provoqué un appel d'air vers Mayotte. Les Comoriens, pour fuir la misère ou simplement pour visiter de la famille à Mayotte ou pour bénéficier de meilleures conditions sanitaires, se lancent donc vers ce petit bout de France à bord d'embarcations de fortune, les kwassa-kwassa, en payant cher des passeurs. C'est donc au péril de leur vie que des Comoriens viennent sur l'île de Mayotte. Les écarts de richesse et l'immigration ont également exacerbé des tensions ethniques, si bien que d'aucuns qualifient la situation d'insurrectionnelle.
des expulsions manu militari de supposés migrants illégaux. Des affrontements entre gens désœuvrés se tiennent régulièrement et les services publics sont au bord de l'explosion. Et pour faire face à cet afflux de population, et plutôt que de travailler au co-développement de Mayotte et des Comores, les responsables politiques français n'ont rien trouvé de mieux que de rendre les déplacements entre les îles de l'archipel extrêmement dangereux. L'instauration du visa Balladur en 1995 est la plus immonde expression. Avec cette réforme, il devient quasiment impossible d'obtenir un visa lorsque l'on est comorien des 3 autres îles. À cause de cela, les 70 km qui séparent l'île de Mayotte à celle d'Anjouan forment aujourd'hui l'un des plus grands cimetières marins du monde, avec plus de 10 000 morts en 25 ans. Je le disais déjà il y a 9 ans à cette tribune, lors du débat sur le changement de statut de Mayotte en 2009. Tant que les contrôles de police institués par les autorités françaises continueront à empêcher la libre circulation des Comoriens sur les 4 îles, et que l'énorme différence de développement économique entre Mayotte et les autres entités de la région sera maintenue artificiellement par la France néocolonialiste, nous aurons à déplorer d'autres drames humains. C'était en 2009. La départementalisation de 2011 a été vendue aux Mahorais comme réponse à tous les maux et a renforcé l'emprise française sur ce territoire. Mais rien n'a changé. Même la Cour des comptes a écrit que la situation était intenable et que la départementalisation que vous avez faite à ma droite était mal préparée. Les habitants de l'île se sentent coupés de leur métropole, méprisés par le pouvoir politique et abandonnés par la République. L'actuelle grève générale, tout comme celle de 2011, de 2015, de 2016, en témoignent. Les grandes enseignes françaises de commerce et le gouvernement ne montrent aucun empressement à régler les problèmes des prix élevés des denrées alimentaires. Et l'État n'arrive pas à maintenir un niveau de service public digne de la République. La véritable solution humanitaire, qui pacifierait les 4 îles de l'archipel des Comores, consisterait pour la France à développer très largement une coopération internationale d'égal à égal avec la France et les Comores, comme le rappelait notre rapporteur de manière très intelligente. Le tout dans le cadre d'un plan de retour progressif de l'île de Mayotte au sein de l'Union des Comores qui pourrait s'étaler sur plusieurs années, pourquoi pas plusieurs décennies. Ainsi, l'aide publique au développement pourrait être donnée à hauteur des aides actuelles pour Mayotte, pour aider la population et les infrastructures de base de l'Union des Comores à se construire et à être entretenues. C'est la seule voie qui réglerait honorablement le contentieux territorial entre la France et l'Union des Comores. La coopération et le respect du droit international plutôt que la confiscation de territoires à son seul profit. Voilà le chemin diplomatique à emprunter le plus rapidement possible. Je crois d'autant plus indispensable que la France en finisse avec cette colonisation illégale qu'elle perd à cause de cela une partie de sa crédibilité internationale. Et ce n'est pas au ministère des Affaires étrangères que je vais apprendre ça. En 2014, par exemple, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a justifié la position de la Russie vis-à-vis de la Crimée à l'ONU en se comparant, en basant sur le non-respect du droit international par la France sur la question mahoraise. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la France serait plus forte si on ne lui rétorquait pas ce genre de choses lorsque notre diplomatie œuvre à calmer des conflits territoriaux. Venons-en maintenant à la Convention d'entraide en tant que telle. Je la pense plutôt bonne. Les liens entre Mayotte et les Comores étant complexes, comme je viens de l'expliquer, une convention d'entraide pourrait aider les 2 pays à mieux coopérer en matière pénale. La lutte contre les trafics humains, de drogue et d'argent doit de toute façon s'intensifier. Les articles 15 et 16 portant sur les demandes d'informations bancaires et sur la perquisition, la saisie et le gel des avoirs sont très positifs et permettent de limiter l'évasion fiscale, ce que nous ne cessons d'appeler de nos vœux. Toutefois, les articles 19 et 20 portant sur les livraisons surveillées et sur les opérations d'infiltration me semblent un peu plus délicates et me poussent à rejeter ce texte. En vue de lutter plus efficacement contre le trafic stupéfiant et contre les réseaux d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, la Convention permet, au terme des articles 19 et 20, de recourir à des livraisons surveillées ainsi qu'à des opérations d'infiltration dans l'État partenaire. En droit français, ces techniques sont prévues notamment à l'article 622.1 et 706.80. Or, ces articles permettent à des officiers de police judiciaire de surveiller des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes ou des délits, notamment ceux qui concernent l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers en France. Cela permettra peut-être de lutter contre les réseaux illégaux de passeurs qui œuvrent entre les 4 îles des Comores. Mais ces articles 19 et 20 ne sont pas acceptables. À nouveau dans le but d'aider Mayotte à contenir l'immigration massive qui déstabilise toute la région, plutôt que
que de lier, de rééquilibrer les écarts de richesse et d'équipement. On va encore plus criminaliser les mouvements de population qui sont, d'un point de vue de l'Union des Comores, un simple droit de circulation entre les 4 îles de l'archipel comorien. Je trouve cela scandaleux. Pour cette raison uniquement, et même si la Convention permettait de faciliter plusieurs procédures en matière pénale, il n'est pas envisageable que le groupe EDR vote pour ce texte. Nous nous abstiendrons donc sur cette résolution. Merci à vous. Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Chapelier pour le groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Comores que nous nous apprêtons à ratifier se présente dans un contexte très particulier. Effectivement, ce soir, nous avons beaucoup entendu parler de Mayotte, mais peu, finalement, de la relation franco-comorienne. À l'heure où nous parlons, pourtant, nos deux pays ont plus que jamais besoin de renforcer leurs échanges conventionnels. Je me permettrai de faire à mon tour un petit historique de ces deux pays. L'histoire de la France et des Comores, c'est vrai, a longtemps été une histoire commune. Héritage du passé colonial de la France, les Comores sont devenus un territoire d'outre-mer en 1946. En 1973, la France et les Comores signent des accords relatifs à l'accession à l'indépendance. Et d'un commun accord, dans un objectif d'indépendance concertée, la France propose un référendum d'autodétermination qu'elle organise le 22 décembre 1974. Si le suffrage obtient plus de 90% pour l'indépendance des Comores, Mayotte montre une exception. Elle est pourtant la plus déconsidérée et la plus méprisée de ces 4 îles par ses sœurs comoriennes. Et elle se démarque en votant pour le maintien des Comores au sein de la République française. Le 6 juillet 1975, le président du Conseil du gouvernement déclare l'indépendance des Comores unilatéralement, indépendance immédiate sans que le processus prévu par les accords ne soit mené. Mayotte reste cependant sous administration française au détriment de la déclaration du gouvernement comorien. C'est le début d'un double processus, celui de la revendication permanente des Comores sur Mayotte et celui de la pérennisation de la tutelle française à Mayotte, qui de collectivité territoriale deviendra département en 2011. Si je me permets d'insister sur cette page d'histoire, c'est que Mayotte est l'enjeu et le pivot central des relations franco-comoriennes. À l'heure où nous parlons, l'île de Mayotte, 101e département français, s'enfonce dans le chaos. Une grève générale paralyse l'île depuis maintenant 3 semaines, suite à une contestation populaire contre l'insécurité. Cette insécurité est grandissante, ce n'est rien de le dire. Agressions sur les plages, à la campagne, à Mamoudzou, sur les routes. Je connais très bien cette île, j'ai connu cette violence, j'ai connu cette insécurité, mais maintenant, elle a dépassé les bornes pour beaucoup, et ce qui explique certainement sera le bol, mais surtout, c'est lorsque l'on s'est attaqué, encore une fois, peut-être la fois de trop, au milieu scolaire, que le facteur déclenchant de ce mouvement est apparu. En février 2012, je me souviens du meurtre gratuit d'un adolescent de 17 ans dans le lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou, où ma fille était scolarisée. À l'automne dernier, c'est encore une tentative de meurtre dans ce même lycée qui a eu lieu. L'école n'est plus un sanctuaire. Et là, c'est la limite qui a été franchie et qui fait que désormais, à Mayotte, la population est déterminée dans cette grève. Cette insécurité s'inscrit également, et on a cessé de le répéter ce soir, dans un contexte d'immigration clandestine impressionnante, où le sentiment qui prévaut est que tout le monde est dépassé par l'ampleur du phénomène, tant les Comores que la France. Mayotte est ainsi devenue le reflet, l'indicateur principal de la relation franco-comorienne, une île où le sentiment d'abandon de la France est prégnant et où ce département se demande s'il est toujours partie de la République une et indivisible. Cependant, il ne faut pas et on ne peut pas résumer la relation franco-comorienne à Mayotte. Depuis 1975, les relations bilatérales entre la France et les Comores ont profondément évolué et ces dernières années, le dialogue s'est accéléré. Ainsi, le 21 juin 2013, les deux pays ont signé une déclaration de Paris sur l'amitié et la coopération entre la France et les Comores. Sur cette base, un dialogue politique renforcé visant à refonder la relation bilatérale a été mis en place avec la création d'un haut conseil paritaire. Réuni pour la 5e fois à Paris le 12 septembre dernier, il a été décidé la tenue d'une commission mixte qui s'est déroulée les 15 et 16 décembre dernier, afin de relancer et d'amplifier la coopération bilatérale entre la France et les Comores. Cette commission mixte a permis d'arrêter conjointement une liste d'actions et de projets, et les deux délégations se sont félicitées de l'atmosphère cordiale et constructive des travaux.
sentiment assez nouveau entre les deux pays et qui marque une nouvelle étape dans le partenariat étroit entre nos deux pays, voulu par les présidents Macron et Azali lors de leur rencontre en marge du sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier. C'est dans ce contexte politique complexe que se situe la ratification de cette convention, signée en février 2014 par les représentants de la République française et le gouvernement de l'Union des Comores. Elle va dans le bon sens. Elle prévoit l'officialisation des procédés de courtoisie internationale et les définitions des moyens d'entraide en matière judiciaire et en matière pénale qui, à ce jour, n'existent pas. Or, la situation des Comores est préoccupante et la coopération internationale est une des clés de son développement, ce qui ne signifie pas la perte d'une partie de sa souveraineté. La Convention étant synalagmatique, les dispositions prévues s'appliquent tant en France que sur l'archipel et les différences et les singularités des lois nationales dans le domaine judiciaire et le domaine pénal sont préservées. Avec la ratification de ce texte, les liens amicaux entre la France et les Comores seront ainsi renforcés. Cette étape supplémentaire dans la coopération entre les Comores s'inscrit dans la feuille de route du Haut Conseil paritaire. C'est dans ce double contexte préoccupant et dégradé à Mayotte, mais constructif et évolutif dans le partenariat franco-comorien que se situe l'adoption de ce projet de loi autorisant l'approbation de la Convention. Et c'est en vue de ce pas supplémentaire pour une relation privilégiée entre la France et l'Union des Comores que le groupe La République En Marche votera ce texte. Je vous remercie. Madame. La parole est à Monsieur Alain David pour le groupe La Nouvelle Gauche. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, ce texte est le fruit d'un travail parlementaire déjà assez long, initié par le dépôt d'un texte chez nos collègues sénateurs par le ministre des Affaires étrangères de l'époque en janvier 2015. Le texte a été examiné le 2 novembre 2016 par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, puis adopté en séance publique au Sénat le 9 novembre 2016. Notre Assemblée s'en est saisie le 14 septembre dernier et nous l'avons examiné en commission le 31 janvier dernier. L'Union des Comores a connu une histoire agitée, mais depuis 2002, le système de présidence tournante, chaque île gouverne à son tour, assure des alternances régulières et une certaine stabilité. Toutefois, la situation économique et sociale est mauvaise. La société travaillée par des courants radicaux et des influences étrangères. Principal bailleur bilatéral, la France apporte une aide de 135 millions d'euros sur la période 2014-2020 dans le cadre d'une programmation conjointe avec l'Union européenne. Malgré ces liens, la question de Mayotte, qui a voté contre l'indépendance en 1975 avant de devenir un département français, est un sujet passionnel. La communauté française aux Comores compte 5 513 inscrits sur les listes consulaires, dont la grande majorité possède également la nationalité comorienne. La diaspora comorienne en France est estimée à 370 000 personnes pour 790 000 habitants aux Comores. Les transferts de cette diaspora compteraient pour 25% du PIB. Ces liens croisés entre nos deux pays, soit du fait des résidents français aux Comores, soit du fait des binationaux, soit du fait des Comoriens résidant en métropole ou à Mayotte, nécessitent la conclusion d'une convention d'entraide judiciaire. Actuellement, la coopération s'effectue soit au titre du principe dit de courtoisie internationale, soit sur le fondement de conventions avec l'ONU. Quelques statistiques. Depuis le 1er janvier 2008, la France a transmis 23 demandes d'entraide judiciaire aux autorités comoriennes. 7 de ces demandes n'ont pas été exécutées et sont toujours en cours depuis le 1er janvier 2008. Les autorités comoriennes ont de leur côté transmis 5 demandes d'entraide judiciaire à la France. Cette convention, qui comporte les dispositions habituelles en matière est conforme aux standards français ainsi qu'aux obligations internationales et européennes de la France. De facture classique, la Convention d'entraide judiciaire avec les Comores organise l'entraide judiciaire en matière pénale selon des modalités habituelles. Les quelques différences tiennent à la mention des techniques spéciales d'enquête, livraison surveillée, opérations d'infiltration, interception téléphonique, qui répondent clairement à des besoins opérationnels.
compte tenu de la proximité ou même, dirais-je, de la porosité avec Mayotte, et qui devrait améliorer l'efficacité de la lutte contre les filières d'immigration clandestine et la criminalité en général. La coopération judiciaire avec ce pays a été peu efficiente jusqu'à présent. La Convention retient classiquement le principe de l'entraide la plus large possible et organise les modalités de sa mise en place. Elle garantit à la France la possibilité de refuser l'entraide judiciaire dans un dossier qui pourrait aboutir à une condamnation à mort aux Comores, où cette peine existe toujours. La Convention prévoit de très larges possibilités d'obtention d'informations en matière bancaire et organise également l'audition de témoins ou d'experts par vidéoconférence, le cas échéant, et par mise à disposition de moyens par la France. En conclusion, le groupe Nouvelle Gauche votera en faveur de l'adoption de ce projet de loi qui devrait fluidifier la coopération judiciaire entre la France et les Comores en encadrant l'émission des demandes, leur mode de transmission et leur exécution. Ce texte appelle dans l'ensemble peu de remarques, dans la mesure où les obligations internationales qu'elles contiennent résultent d'engagements européens et internationaux déjà intégrés dans notre ordre juridique et où aucune modification de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur n'est à prévoir. Néanmoins, l'examen de ce texte doit être l'occasion pour notre Assemblée d'évoquer la situation de l'île voisine des Comores, Mayotte, où vivent certainement près de 150 000 Comoriens contre 100 000 Français, dont 2 tiers sont probablement en situation irrégulière. Pour aider les Comores et Mayotte, il faut s'appuyer sur l'aide au développement à destination des Comores et développer le service public à Mayotte afin que nos compatriotes habitant sur l'île se sentent pleinement citoyens et disposent des mêmes services que sur notre territoire métropolitain. Je vous remercie, Monsieur David. La parole est à Monsieur Hubert Julien Laferrière pour 5 minutes pour La République En Marche. J'en profite pour vous informer que sur le vote de l'article unique des projets de loi, je suis saisi par le groupe de la gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public que nous annonçons dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Julien Laferrière, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, le vote de cette convention intervient en effet dans un contexte marqué, cela a été rappelé, par ce problème d'immigration clandestine très important qui impacte Mayotte et ses habitants. Mais la situation difficile que connaissent les Mahorais ne justifie pas, je crois, que l'on mette de l'huile sur le feu et que l'on tienne des propos irresponsables comme les a tenus M. Wauquiez il y a peu de temps et qui ne rendent pas service à nos compatriotes mahorais. En ce qui concerne Mayotte, je préfère écouter l'intervention de notre ministre des Outre-mer qui, lors des questions au gouvernement de mardi dernier, a présenté un ensemble de mesures dont fait partie cette convention. Alors, bien sûr, les mouvements de population sont, nous le savons, liés à la situation économique et sociale de l'Union des Comores et les dispositifs de prise en compte et de lutte contre l'immigration illégale doivent être complétés et renforcés par l'action de la France en direction de l'Union des Comores par le biais de l'aide publique au développement, et ce sera l'objet de mon propos. La France, cela a été rappelé, est déjà le principal bailleur bilatéral des Comores, ceci dans le cadre d'une programmation conjointe européenne de 135 millions d'euros au total sur la période 2014-2020. Mais c'est vrai, cette aide est aujourd'hui insuffisante. Il faudra certainement l'évaluer, l'augmenter, en renforcer son efficacité. Et je me réjouis bien sûr que les Comores fassent partie des pays prioritaires ciblés récemment par le Comité international de la coopération internationale et du développement. Et donc les Comores vont bénéficier de l'augmentation de l'aide publique au développement qui, je le rappelle, l'aide publique au développement augmentera de 6 milliards d'euros d'ici la fin du mandat. Et donc une augmentation qui permettra à l'Agence française de développement d'inscrire davantage son aide au profit des Comores dans le cadre du document de programmation conjointe France-Union européenne, qui s'articule déjà autour de 3 axes qui me paraissent fondamentaux. Le renforcement du capital humain et de l'accès aux services de base avec des interventions en faveur du secteur de la santé
et de l'accès à l'eau potable, la préservation des ressources naturelles et la valorisation du patrimoine environnemental, l'accroissement des opportunités économiques et de la création d'emplois. Et puis j'y ajouterai, puisque c'est une des priorités dans le cadre de notre aide publique au développement, la gouvernance. Notre APD doit aussi avoir pour objectif de renforcer la gouvernance de l'Union des Comores, les capacités de cet État. En effet, pour que cette convention puisse trouver des applications efficaces en matière de traitement de l'immigration illégale, il est nécessaire que l'État comorien se renforce, qu'il prenne ses responsabilités, à la fois dans la gouvernance de l'État de l'Union des Comores, qui a besoin d'une meilleure gouvernance, et en particulier dans la gestion de cette question de l'immigration en direction de Mayotte. Faut-il ajouter, bien sûr, que l'importance à maintenir des relations diplomatiques denses et de bonne qualité entre la France et l'Union des Comores, bien sûr, c'est d'abord la relation avec Mayotte, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi une diaspora, ça a été rappelé par beaucoup de mes collègues, qui est importante, puisque 370 000 personnes, 370 000 Comoriens en France, c'est la moitié, effectivement, de la population résidente aux Comores. Et nos deux territoires partagent, vous l'avez dit, une histoire riche et des liens d'amitié très, très forts. 370 000 personnes comoriennes en France, c'est à peu près 100 millions d'euros de transferts en direction de leur pays, donc c'est à peu près 10 fois plus que l'aide de la France actuellement. Pour conclure, s'il y avait, je suis sûr qu'il n'y en a pas dans cet hémicycle, mais s'il y avait des esprits étroits qui ne verraient pas l'importance d'aider davantage l'Union des Comores, qui nous dirait la Corrèze plutôt que le Zambèze. Je rappelle, mais cela aussi a été rappelé par mes collègues, que aider l'Union des Comores, c'est aider les Comoriens et c'est aider aussi les Mahorais français. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Le dernier intervenant est M. Jean-François Mbaye pour La République En Marche, pour cette discussion générale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Nous, députés de la Nation et particulièrement ceux de la Commission des Affaires étrangères, nous avons ce soir une responsabilité particulière. Les mots que nous prononçons dans cet hémicycle, le sens que nous donnons à nos gestes, le poids que nous donnons à nos engagements dépassent les murs de cet hémicycle. Lorsque nous examinons ces conventions, ils trouvent une résonance particulière auprès de nos compatriotes, mais également au-delà de nos frontières. Ils sont écoutés, traduits, interprétés. Ils viennent s'ajouter à la voix du Président de la République pour former la voix de la France. Or, comme le disait Romain Gary, l'incompréhension va toujours plus loin que tout le savoir, plus loin que le génie, et c'est toujours elle qui a le dernier mot. Les éclats de voix, les effets de manche, les rodomontades, s'ils peuvent servir des intérêts personnels, rendent nos messages plus inaudibles, nos volontés moins compréhensibles. Et c'est avec toute la prudence, toute la sincérité et toute la responsabilité nécessaires que prendre la parole dans cet hémicycle implique que je m'exprime devant vous. Je souhaite tout d'abord rappeler que la question de Mayotte, comme l'a évoqué ma collègue Annie Chapelier, demeure importante dans notre République. La souffrance de nos compatriotes ne peut être ignorée et c'est avec toutes nos convictions que nous nous y attellerons. L'enjeu des Comores et des relations de cet État avec la France, et Mayotte en fait également partie. Cependant, si j'entends les passions que peuvent déclencher ce sujet, celles-ci sont rarement bonnes conseillères. Le texte que nous analysons aujourd'hui ne viendra pas régler tous les problèmes qui ont pu être évoqués en commission ou lors de ce débat. Il vient cependant apporter une nouvelle pierre à un édifice que nous devons construire en partenariat avec les Comores. La convention que nous examinons aujourd'hui était tout à fait importante. Elle est tout à fait importante parce que notre coopération en matière d'entraide judiciaire avec les Comores
et les orateurs précédents l'ont rappelé, ne reposait sur aucun fondement juridique. Elle se faisait au titre de la courtoisie internationale sans aucune sécurité juridique. Elle est donc, mes chers collègues, essentielle à notre coopération. Elle est également une convention tout à fait classique, se rapprochant d'autres que nous avons autorisées à être ratifiées, comme récemment avec le Costa Rica. Elle offre l'ensemble des garanties inhérentes à la tradition juridique française et est conforme aux obligations internationales et européennes de la France. L'entraide est la plus large possible. Le secret bancaire ne constitue plus un obstacle à la coopération. Facilitation d'exécution des procédures selon la demande des parties requérantes avec l'accord des parties requises et l'assistance à la réalisation de ces actes. L'exigence de célérité, la possibilité d'ajourner l'entraide plutôt que de la refuser définitivement ou la communication des motifs du refus viennent renforcer la qualité de cette coopération, de la coopération. Enfin, et parce que le contexte local n'était pas absent de l'esprit des négociateurs, des dispositions particulières ont été introduites. Ainsi, afin de lutter plus efficacement, notamment contre le trafic des stupéfiants et contre les réseaux d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, la Convention permet de recourir à des livraisons surveillées dans le respect du droit national des Comores, ainsi qu'à des coopérations d'infiltration. Le texte offre en outre de larges possibilités en matière de gel des avoirs, d'identification et de confiscation des produits et des instruments des infractions. Mes chers collègues, pour conclure, ce texte répond à des objectifs précis et vient apporter des réponses proportionnées dans le respect de notre droit et de celui de l'État des Comores. C'est pour cela que personnellement, je voterai ce texte, que mon groupe politique le votera, et il est un pas dans l'amélioration de nos relations avec les Comores et du travail que nous devons mener avec Mayotte. Je vous invite donc à voter ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Mbaye. La discussion générale est donc close. J'appelle maintenant dans le texte de la commission l'article unique du projet de loi sur lequel j'ai une demande. Oui, j'ai une demande de prise de parole sur l'article et une demande de prise de parole du ministre. Oui, peut-être, parce qu'il y a une discussion générale qui était intéressante, intense, et effectivement, je salue également l'initiative à la fois du groupe, mais également qui a parfois été fait par la Commission de solliciter ce type de débat. Donc nous avons parlé assez longuement de la coopération judiciaire, effectivement, entre la France et l'Union des Comores, et je veux apporter aussi un certain nombre d'éléments de réponse, puisque la situation de Mayotte a été évoquée, et comme ça a été souligné tant par Jean-François Mbaye que par Jean-Luc Mélenchon auparavant, nos mots, naturellement, vont dépasser cet hémicycle. Et de ce point de vue-là, le gouvernement tenait absolument à réaffirmer que, très clairement, l'État n'abandonnera pas Mayotte. Cela est très clair. On a bien vu que des attentes sont très fortes, elles ne datent pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, M. Lecoq rappelait les événements qui se sont déroulés en 2011, en 2013, en 2015. Donc on le voit bien qu'on est face à une situation qui eh bien, a des racines et des causes qui remontent à des périodes voilà, un peu plus anciennes que l'actualité immédiate, mais auxquelles nous devons désormais apporter des réponses structurelles. Et de ce point de vue-là, c'est l'ensemble de la palette des outils qui doit être mobilisé. C'est déjà, d'un point de vue sécuritaire, apporter des réponses d'urgence. Annick Girardin l'évoquait par rapport à la prochaine rentrée scolaire, naturellement, mais c'est également apporter des réponses à cette immigration irrégulière en coopération avec l'Union des Comores, et chacun doit prendre ses responsabilités. Cela a été dit, le fait d'avoir une coopération judiciaire renforcée contribuera à l'efficience sûrement de la réponse, mais par ailleurs, l'État également déploiera un certain nombre de moyens complémentaires en matière de police aux frontières, cela a été dit, en matière de gendarmes pour la police de sécurité quotidienne, en termes de mise en place également de nouveaux navires. Et je veux rappeler que cela viendra conforter eh bien, des résultats qui sont obtenus, et je salue l'action des fonctionnaires sur le terrain, puisque en 2017, eh bien, c'est une lutte qui s'est caractérisée par eh bien, effectivement
quasiment 20 000 étrangers en situation irrégulière qui ont été éloignés, donc c'est-à-dire autant que le volume réalisé dans l'Hexagone, 412 barques effectivement qui ont été interceptées. Et au-delà de cette réponse, il y a naturellement une réponse en termes de développement, de co-développement qui doit être apporté. Hubert Julien Laferrière l'évoquait dans son rapport budgétaire, la rapporteure l'évoquait également. Et de ce point de vue-là, nous sommes dotés des outils pour le faire grâce à la réunion le 8 février dernier sous la présidence du Premier ministre du comité interministériel pour la coopération internationale et pour le développement. Et désormais, effectivement, prendre en compte nos outre-mer et leurs environnements immédiats pour bâtir de véritables stratégies de développement qui vont permettre d'apporter des réponses pérennes. Donc je voulais, sans être plus long, en tous les cas, vous dire et vous redire l'attachement du gouvernement naturellement à Mayotte et surtout apporter des réponses concrètes et structurelles qui permettront à la population mahoraise et puis à la population comorienne voisine enfin de vivre dans un cadre qui soit meilleur, qui est mérité. Et cela a été dit, les montants peuvent apparaître importants pour Mayotte, mais dès lors qu'on inscrit cela dans un cadre plus général de notre aide au développement, et le président de la République a dit les objectifs qui étaient les siens, ils sont ambitieux, et bien nous allons les mettre en œuvre. Je vous remercie avec votre aide. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Sur l'article, j'ai eu une demande de prise de parole. Monsieur Philippe Gosselin, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Quelques mots pour noter, comme d'autres, comment l'actualité parlementaire peut être attrapée par l'actualité tout court, et ce qui se passe à Mayotte en est une fois de plus l'illustration. Je ne pensais pas que nous aurions ce soir un débat Mayotte, finalement, et c'est très bien ainsi. C'est l'occasion de remettre un certain nombre peut-être d'idées et de revenir sur certaines choses que l'on a pu entendre. Si on est avec une île qui est française et depuis déjà de longues années, c'est parce qu'il y a aussi une histoire particulière, cher collègue Lecoq, qui est celle des sultans batailleurs, et vous savez bien pourquoi aussi il y a un attachement particulier à la France. L'attachement particulier à la France d'une île et de ses habitants. Mayotte n'est pas une possession française. Les Mahorais sont français parce qu'ils ont décidé par leur vote de rester français. C'est important. Et je partage le point de vue de notre collègue Mélenchon. Il n'y a pas de Français de seconde zone. Mayotte, les Mahorais, doivent être français jusqu'au bout des ongles. Et donc, la République a des droits, a des devoirs à leur égard. Et c'est le moment de le rappeler. Maintenant, je trouve que le débat arrive à point nommé avec un gouvernement des Comores qui joue quand même d'ambiguïté. À tel point que si aujourd'hui, nous donnons une autorisation de ratification, en réalité, on ne sait même pas si les instruments de ratification aux Comores sont déjà opérationnels ou pas. C'est vous dire dans quel flou on est. Donc, il y a de l'ambiguïté avec les Comores. C'est l'occasion aussi de le rappeler depuis de très longues années, qui jouent de l'immigration, de mouvements de population pour faire pression régulièrement sur la France. Il ne faut pas être dupe ni de la Russie, quand vous l'évoquez, chers collègues, à la tribune de l'ONU, ni ce soir. Pour autant, c'est un premier pas, je conclus, Monsieur le Président. Ce premier pas est à saluer. J'espère qu'au travers de cette convention, il y aura une normalisation des relations avec les Comores, et donc nous voterons effectivement ce texte, car il va vers l'essentiel, une meilleure prise en compte des intérêts des uns et des autres. Je vous remercie, Monsieur Gosselin. J'ai eu pour les explications de vote une demande d'explication de vote. Monsieur Saïd Ahmada pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Hasard de l'actualité également, il se trouve que je reviens d'un déplacement aux Comores. Je suis arrivé ce matin, très tôt. Et j'en profite donc pour transmettre à l'Assemblée nationale les amitiés du président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores et de nos collègues comoriens. On a aujourd'hui à statuer, à voter sur une convention d'entraide judiciaire entre deux pays que je pourrais appeler des pays frères, parce que les liens entre les Comores et la France, cela a été dit dans cet hémicycle, sont forts, anciens, une diaspora extrêmement importante par rapport à la taille du pays, puisque l'équivalent de la moitié de la population comorienne se situe à l'extérieur et majoritairement en France.
et principalement à Marseille, que les Comoriens appellent la 5e île des Comores. Un budget envoyé par cette diaspora à la famille qui se situe aux Comores, là aussi extrêmement important, on l'a dit tout à l'heure, 25% du PIB. Et donc des liens forts, et cette coopération, évidemment, vient, j'allais dire, dans un domaine particulier, rappeler et entériner les liens entre la France et les Comores. Et on ne peut qu'appeler à voter pour que cette convention s'applique le plus rapidement possible. Toutefois, chers collègues, si vous pensez que cette convention entraînera aura pour conséquence la réduction du nombre de migrants entre Anjouan et Mayotte, je vous le dis, vous allez au-devant d'une grande déception. Et, puisque je l'ai entendu ici quand même assez souvent, moi, ce sur quoi j'aimerais quand même que l'on s'arrête quelque peu, c'est sur la coopération entre la France et les Comores. Et donc, si on veut avoir des effets forts sur les populations qui aujourd'hui se déplacent entre l'île d'Anjouan et Mayotte, il faut évidemment renforcer la coopération institutionnelle et financière avec l'Union des Comores. Mais je dois dire, moi, que ce qui m'inquiète et ce qui doit nous inquiéter, c'est quand même ce qui doit motiver, en tout cas, la coopération entre nos deux pays, se situe, à mon sens, sur 3 niveaux. Le premier est ce bras de mer entre Anjouan et Mayotte qui, ça a été dit tout à l'heure, est aujourd'hui le cimetière marin le plus important au monde. C'est-à-dire que, chers collègues, nous avons dans nos eaux territoriales l'endroit dans le monde où on meurt le plus. Et c'est ce point qui, à mon sens, est capital dans les relations que nous devons avoir avec l'Union des Comores et qui doit guider notre relation avec l'Union des Comores. Et je rappellerai également 2 autres points qui me semblent importants également. Ça a été rappelé par certains collègues ici. Le nombre de mineurs isolés sur cette île, 5000, mais à mon sens beaucoup plus, qui interroge aussi sur notre capacité d'intégration et d'acceptation et d'accueil, puisqu'on aura à discuter la loi Asile-Immigration, d'accueil de notre pays, pays des droits de l'homme. Et enfin, évidemment, le problème de la délinquance à Mayotte, que l'on ne peut imputer, je vous le dis, uniquement à ces flux migratoires, qui est bien plus profonde que cela. Et je salue d'ailleurs l'initiative d'avoir une mission d'information sur la situation à Mayotte et dans les Comores indépendantes pour qu'on puisse avoir et avancer sur ce sujet. Et donc vous me direz, si cette convention ne sert pas à lutter contre cette migration de population, à quoi sert-elle? Eh bien, je vous dirais qu'elle pourrait, en tout cas, elle aurait au moins servi, si elle avait été adoptée plus tôt, à faire en sorte que, par exemple, concernant le crash de la Yéménia, on ait avancé beaucoup plus vite. Parce que ce crash-là, que beaucoup ont oublié, qui a concerné quand même en 2009 la mort de 160 personnes, dont une majorité de Français, je le rappelle dans cet hémicycle, au jour d'aujourd'hui, juridiquement, il n'y a toujours pas de responsable établi de ce crash. Toujours pas de responsable établi, et non parce que le Yémen aujourd'hui est un État quasi failli, mais aussi parce que la commission rogatoire internationale n'a pas pu se dérouler aux Comores. Autrement dit, un juge d'instruction n'a pas pu se rendre aux Comores pour mener cette commission rogatoire internationale qui aurait pu se mettre en place, se dérouler. Ce juge aurait pu y aller si cette convention avait été signée. Et donc le président de l'Union des Comores a accepté que cette commission rogatoire vienne aux Comores. Je l'en remercie. Et on pourra, je l'espère, arriver au terme de cet épisode douloureux pour nos deux pays qu'a été ce crash qui, malheureusement, aujourd'hui, n'arrive toujours pas à avoir, à faire en sorte que les familles endeuillées arrivent enfin à avoir un deuil digne de ce nom et à entériner de manière définitive le fait qu'ils ont perdu des proches. Donc je vous appelle, chers collègues, à faire en sorte que cette convention puisse se mettre en place. Mais j'insiste sur le fait qu'évidemment, il faut qu'on ait une vision un peu plus macro de ce qui se passe, que l'on ne soit pas focalisé sur ces flux migratoires entre Anjouan et Mayotte, et qu'enfin on ait une coopération bilatérale avec ce pays qui le mérite, ce pays qui attend de nous beaucoup, mais nous attendons aussi beaucoup de ce pays, pour faire en sorte qu'enfin nous soyons à la hauteur de ce qu'est notre pays et des droits de l'homme auxquels nous tenons tous. Merci à vous. Merci, Monsieur Hamadin. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe La Gauche démocrate et républicaine. Merci. Non, je vais faire 5-27, rassurez-vous. Moi, je pense que vous l'avez tous compris, c'est que le groupe GDR a voté contre la départementalisation de Mayotte, au moment où la question s'est posée dans cet hémicycle.
Donc on a une certaine cohérence dans nos votes. Et au moment où on a voté contre, et l'avantage dans cette Assemblée, c'est qu'on peut retrouver les écrits, les textes, etc., vous pourrez les relire, on a expliqué ce qui, dans la façon dont les choses étaient préparées, dans la façon dont les moyens étaient déployés, et plutôt, même j'oserais dire, non déployés. On allait à la situation, et je l'avais écrit à l'époque, à la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire que les Mahorais sont victimes de ce que la France a fait. Alors je respecte leur choix d'être français, etc. Je ne le partage pas au regard du droit international. Et en m'appuyant sur le droit international, je ne veux pas juger leur choix. Je m'appuie seulement sur le droit international. Et notre groupe, c'est en toutes circonstances les résolutions des Nations Unies, le droit international. Nous ne jugeons pas à la place des peuples. Jamais nous ne jugerons à la place des peuples. Ceci dit, aujourd'hui, il y a un peuple. Certains disent deux peuples, Mahorais et Comoriens, qui vit une situation dramatique. Si cette convention, et c'est pour ça qu'on ne votera pas contre, parce que si cette convention est un rapprochement entre la France et les Comores pour pouvoir faire en sorte que ce premier pas, cette première main tendue, génère une coopération et un co-développement qui permettent de faire vivre dignement et les Mahorais et les Comoriens, qui permettent aux familles de se retrouver sans qu'on ait un mur qui, pour le coup, est une mer. Mais c'est quand même un mur entre des peuples qui ont une histoire commune, qui ont une culture commune. Faisons en sorte que les choses avancent, mais ne restons pas dans les paroles. Ça fait depuis 2009, 10, 11 que l'on a pris les décisions, que l'on reste dans les paroles. Aujourd'hui, les Mahorais le disent, mais c'est la 4e fois qu'ils le disent avec force. Nous n'en pouvons plus. Et donc, il y a urgence à agir. Des propositions sont faites. Moi, j'ai entendu le gouvernement, j'ai entendu les propositions de la rapporteure, j'ai entendu les propositions de la présidente de la commission. Aujourd'hui, je pense que notre Assemblée semble d'accord pour que des moyens rapides et des moyens importants, Jean-Luc Mélenchon montrait les chiffres, mais c'est urgent de se débloquer ces sommes et d'accompagner les Mahorais, les Comoriens à une vie plus juste et à une vie plus digne et à faire que la France contribue au bonheur dans cette région. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'article unique du projet de loi en vous priant de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Je n'ai pas le décompte, mais ça a marché. Le scrutin est clos. 79 votants, 78 exprimés, une majorité à 40, pour 78, contre 0. Donc l'Assemblée nationale a adopté. La prochaine séance sera demain à 9h30 avec 5 propositions de loi. Proposition de loi visant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes, proposition de loi pour une reconnaissance sociale des aidants, proposition de loi relative à la gratuité des transports scolaires, proposition de loi créant une liste française des paradis fiscaux et proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil. Je vous souhaite une belle soirée. La séance est levée.